On continue cette matinale alors qu'on s'approche des 7h30 pour cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Marc, bonne année et comment ça va? Bon, bonjour Raphaël, bonne année à vous. Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Eh bien oui, alors ça va très bien et je suis circonspect avec l'actualité. On a une actualité politique nationale qui est plutôt triste. On a eu un discours du président Macron assez curieux, plutôt vide et creux. On a plein d'événements qui sont en train d'apparaître en Europe. Une sorte de révolte populaire. On se demande sous quelle va être la tendance de 2025 après une année 2024 extrêmement riche. Mais tout d'abord, Marc, un commentaire peut-être sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec ces attentats et cette présence assez étrange de l'État islamique. Je crois que sur la plateforme de X, tu as été, Marc, très actif pour pouvoir commenter ou en tout cas observer ces événements plutôt étranges. Oui, alors c'est un début d'année particulier, hein, donc on avait quand même commencé, on va dire, les vacances de Noël, la fin d'année, avec un malheureux attentat terroriste en Allemagne. Pareil, une voiture bélier avec un profil particulier aussi de terroriste, même si on était sur un migrant non européen qui venait d'Arabie, mais qui avait un profil plutôt à la Jean Messia, et qui avait fait un attentat quand même terrible encore sur un marché de Noël en Allemagne. On voit qu'on termine les vacances, en tout cas la période des fêtes, avec deux attentats assez spectaculaires. Bon, on rappelle quand même qu'aux États-Unis, ça arrive qu'il y ait des tueries de masse, que ce soit avec une arme à feu ou avec des véhicules. Mais là, il y a eu une simultanéité entre guillemets assez particulière. Et je pense que vous l'avez bien analysé. Alors, il y a un peu le totem Daesh qui réapparaît dans l'actualité. La Syrie vient de tomber, c'est-à-dire Bachar al-Assad n'est plus à la tête de la Syrie, ce qui est quand même une relative surprise, il faut le rappeler. La chute soudaine de Bachar est quand même assez étonnante. Et on voit réapparaître Daesh ou ISIS, cette fameuse organisation terroriste qui attaque partout dans le monde les Occidentaux et qui tue, il faut le dire, 95% en priorité de musulmans. Mais là, qui fait quand même des attaques spectaculaires. Et c'est une organisation qui a la particularité de s'arrêter aux frontières d'Israël. Enfin, aux frontières, en tout cas au territoire administré par Israël. Et on voit quand même que l'actualité euh, l'actualité récente peut nous permettre d'analyser cette résurgence de l'État islamique, puisqu'il y a quand même un agenda au Moyen-Orient qui s'est accéléré. Donc, je l'ai dit avec la chute de la Syrie, l'affaiblissement de l'axe de la résistance. Et ce qui est particulier, c'est que l'élection de Trump en 2016, pour ceux qui s'en souviennent, avait marqué je ne vais pas dire la fin, mais un net recul des activités de l'État islamique et de Daesh, ISIS. Je préfère l'appeler ISIS parce que je trouve que c'est davantage son vrai nom. Mais il y avait eu un net recul de son activité à l'international et en particulier au Moyen-Orient, même s'il y avait eu des poches qui résistaient notamment dans l'est de la Syrie et en Irak, et notamment aussi à Alep. On pensait Daesh terminé. Donc, c'était au début du mandat de Trump. A priori, l'élection de Donald Trump avait coupé certains financements, il faut le dire de manière assez objective. Et Vladimir Poutine et la Russie avaient fait, on va dire, le travail avec des bombardements massifs des poches daeshiennes au Moyen-Orient. Et là, bizarrement, on voit que depuis l'élection, en fait depuis 2024 en réalité, mais on sent depuis 2024 que Trump avait le vent derrière lui, le vent dans le dos, donc allait certainement vers une réélection. Et on voit cette résurgence de la menace terroriste internationale qui est liée évidemment aux services de renseignement de certains pays occidentaux. Et on la voit réapparaître au moment où Trump va arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, vous en avez parlé, Raphaël et Nicolas, il y a quand même une symbolique derrière, notamment avec le Cybertruck de Musk. Et si je ne vous dis pas de bêtises, c'était au pied de la Trump Tower que l'explosion s'est faite. Et il y a une symbolique, en tout cas un message envoyé
comme si l'hyperclasse, qui, quoi qu'on en dise, je le répète tout le temps ici, mais quoi qu'on en dise, Trump est un moindre mal dans le sens où il n'était pas le premier choix certainement d'une certaine élite et hyperclasse. C'est comme si on voulait lui envoyer un message de attention, attention à toi ou ça va être compliqué pour toi, voilà, d'une certaine manière. Alors Trump a évidemment réagi, même surréagi, ce qui est totalement normal, en parlant d'actes abominables et mettant la charge sur Joe Biden, qui est selon lui le pire président des États-Unis de l'histoire. Mais cette résurgence terroriste doit quand même nous préoccuper parce que vous avez recontextualisé justement ce début d'année 2025. Il est clair et on le voit. Alors j'ai fait mes devoirs. Nicolas Stoker m'avait dit d'essayer d'analyser un petit peu la couverture de The Economist 2025. Et en fait, dans cette couverture, on voit certains éléments qui peuvent nous, évidemment, hein, qui nous peuvent nous poser des questions, notamment un point, vous savez, la main levée, le point Black Lives Matter, mais en rouge. Donc c'est un signe que potentiellement il va y avoir des révoltes, aussi une urne à voter qui est fissurée. Donc, dans un contexte global de crise de la démocratie, de nos démocraties libérales et de révolte, on sent un vent de révolte que vous avez bien mis en valeur là dans votre émission bilan que j'invite j'invite à aller voir l'émission bilan de géopolitique profonde 2024. On sent quoi qu'il arrive qu'il y a quelque chose qui pointe au niveau politique, et la menace terroriste qui est en réalité une tentative de diversion, quoi qu'on en pense, peu importe d'où elle vient, et va dans ce sens, c'est-à-dire il y a une volonté, quoi qu'il arrive, de nous mettre sous pression et peut-être même dériver l'attention de certaines populations. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais malheureusement pour nous, la menace terroriste qui est, comme disait un certain conseiller politique, est d'abord un fait étatique. C'est-à-dire, il y a une volonté ou une non-volonté de l'État qui voit sur son territoire un fait terroriste se perpétrer, il est toujours en lien avec l'activité de surveillance de ses propres services de renseignement et le contexte global politique. Voilà, ça ne veut pas dire que l'État collabore, mais ça veut dire qu'il y a soit un défaut de surveillance, et je pense que c'est assez bien analysé. Donc à voir dans les prochaines semaines si on a une accélération, parce que c'est deux gros attentats en l'espace de 2 semaines. C'est quand même préoccupant, surtout dans un pays comme nous, la France, où en fait on a eu une vague importante d'attentats terroristes. Je pense que c'est à noter et il faudra être vigilant, dans un contexte politique de base pour éviter les manipulations, surtout quand on a des ministres qui reviennent au gouvernement et qui s'appellent notamment Manuel Valls, qui sont quand même des caricatures de l'État profond et on va dire du clientélisme politique au service d'intérêts qui sont totalement étrangers à la France. Donc attention à cette résurgence de la vague terroriste. Elle pourrait amener, comme on le dit souvent, un autre narratif. Après, j'en avais déjà parlé à l'occasion de l'attentat du Crocus à Moscou. Attention au narratif va nous présenter, puisque la vague terroriste pourrait très bien servir à manipuler certaines catégories de la population. Tout à fait, très bon rappel Marc, et surtout aussi de porter un peu notre regard sur nos fameux poids lourds de la politique, nos poids lourds céliniens et aussi nos traîtres, avec Manuel Valls qui, je le rappelle, était une des personnalités lorsqu'il était au pouvoir. Il a été à la fois ministre de l'Intérieur et ensuite Premier ministre sous Hollande. C'est Manuel Valls qui avait refusé de récupérer la liste complète des djihadistes français en collaborant avec l'État syrien. Et aucune action n'avait été mise en place. Donc à la fin, ça permet d'avoir des agents qui peuvent se libérer. Et ça, on le sait aussi, hein, c'est une des grandes réputations malheureusement de la France, c'est qu'on a un excellent service du renseignement où nous avons toutes les informations, mais il n'y a aucun ordre derrière. Ou alors des ordres très contradictoires. On posera aussi notre regard sur ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire le Bataclan lui-même, comment il s'est passé
passé, c'est-à-dire quelles étaient les forces de l'ordre ou les militaires, les gendarmes qui pouvaient se trouver aux alentours, qui a reçu quel type d'ordre. J'invite nos spectateurs à creuser cette affaire qui est assez curieuse. Donc on a une relation très particulière avec les attentats. 2024 aussi était marqué avec certaines inquiétudes. On avait abordé cette question, Marc, ensemble lors des matinales avec les Jeux Olympiques. Par exemple, c'est-à-dire des risques d'attentats. Et finalement, on s'est trompé de quelques semaines, quelques mois, pour voir en fait cette résurgence. Peut-être aussi rappeler que la réapparition des attentats tombe à point nommé, un peu comme la chute de la Syrie qui apparaît juste après le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Peut-être faire un petit lien, oser mettre les pieds dans le plat avec l'État islamique et le fait que le terrorisme oublie souvent de frapper un territoire au Moyen-Orient, par exemple. Ça peut peut-être nous interroger, nous amener des éléments de réponse. Ouais, clairement, de toute manière, en fait, on va plonger dans la piscine et, comme tu dis, et mettre les pieds dans le plat. ISIS, c'est clairement une succursale, en tout cas, des intérêts géopolitiques d'Israël. C'est-à-dire que certains membres d'ISIS, Daesh, soient manipulés, nous n'avons pas de doute. Après, les actions menées par justement les membres de l'État islamique sont déjà un peu particulières. Là, vous avez nommé et cité les profils des deux terroristes qui sont quand même particuliers, hein, des vétérans de l'armée américaine. Même la manière de faire est un peu étrange sur les locations de voitures. Même la localisation, pour ceux qui sont déjà allés à New York, la Trump Tower, quoi qu'il arrive, réussir à perpétrer un attentat terroriste en dessous de la Trump Tower, c'est quand même si fondamentalement c'est pas une forteresse hyper sécurisée, c'est quand même compliqué. Donc il y a des modalités qui posent question et qui, quoi qu'il arrive, derrière, il y a des services de renseignement qui avaient justement des informations. Alors, est-ce que ces informations ont été transmises et traitées correctement ou non transmises? Voilà, ça pose des questions. Mais oui, là, de toute manière, il y a encore une fois une convergence d'intérêts avec l'agenda israélien, puisque Trump va arriver au pouvoir, donc Trump qui est sur la forme et même sur le fond plutôt pro-sioniste, mais qui n'est pas dans la dissimulation. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui affiche les objectifs et qui affiche, on va dire, le programme. Voilà. Est-ce que les attentats terroristes, Nicolas l'a dit et vous l'avez dit, ce n'est pas un moyen, encore une fois, de solidariser l'Occident et surtout les dirigeants occidentaux comment dire, avec Israël, dire notre allié du monde libre, notre allié de la civilisation judéo-chrétienne, entre guillemets. Merci Bibi d'être là pour faire le travail. Faire le travail au Moyen-Orient derrière les grands méchants arabo-musulmans. D'ailleurs, on voit le profil des terroristes. Il y a pas enfin, je veux dire, c'est quand même un lien avec le monde arabo-musulman qui est particulier. Hein. Il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, à part le nom d'un Afro-Américain islamisé, sûrement parce qu'il y a une grande partie des Afro-Américains qui sont convertis à l'islam. Mais c'est un lien qui n'est pas important. Donc, à voir ce qui va se passer, mais il est clair que là, cette résurgence de la vague terroriste, déjà, elle va arriver au bon moment, puisqu'il y a un agenda qui est la surveillance de masse. On a un peu évoqué le sujet avec l'intelligence artificielle, et là, on voit, donc on en a parlé la semaine dernière, et on voit qu'il y a plein d'annonces autour de l'intelligence artificielle, et notamment Google, Microsoft. Microsoft va essayer de faire son aventure un petit peu à côté de OpenIA. Vous avez des patrons de Wall Street qui expliquent que l'intelligence artificielle est un enjeu fondamental pour la surveillance de masse des populations. Donc vous voyez que si vous faites le lien avec le terrorisme, évidemment, on est rentré à l'occasion de l'année 2025 dans un nouveau chapitre de cette vague de surveillance, et on en avait beaucoup parlé en effet en 2024. Heureusement, il ne s'est rien passé aux Jeux Olympiques de Paris, parce que aussi on en avait, je pense, beaucoup parlé, et il y avait sur Internet, enfin on va dire sur le monde de l'information libre, il y avait on avait véhiculé des messages un petit peu terrifiants et des alertes sur le fait qu'attention,
il ne fallait pas qu'il se passe quelque chose de dommageable aux Jeux Olympiques. Ça s'est plutôt très bien passé au niveau sécuritaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu de gros problèmes. Maintenant, voilà, on est en 2025, on est dans une situation d'instabilité économique et politique en Europe. On pourrait parler aussi de la situation migratoire. Voilà, il y a encore la Roumanie et la Bulgarie ont adhéré à l'Union européenne, ce qui est très bien pour certaines personnes, puisque l'espace, ils sont pas adhérés à l'Union européenne, pardon. Bonjour l'espace Schengen. À l'espace Schengen, voilà, avec la possibilité des citoyens de circuler librement. Mais ça va aussi poser d'autres problématiques sur certaines populations qui peuvent maintenant circuler librement dans cet espace Schengen de l'Union européenne. Donc ça pourrait renforcer encore une fois la problématique migratoire au sens large, c'est-à-dire le déplacement des populations et de populations qui n'ont, quoi qu'on en pense, je pense aux Roms. Donc les Roms ne sont pas les Roumains, il faut le rappeler, parce que certaines personnes assimilent des populations nomades à des sédentaires, on va dire, classiques, roumains, qui ne sont pas du tout, qui ne ressemblent pas à certaines populations. Et des populations nomades vont avoir la possibilité légale, il faut le rappeler, de se déplacer sur un territoire immense qui est le territoire de l'Union européenne. Et ça, quoi qu'on en pense, ça va quand même poser une problématique particulière, sachant que la Bulgarie, il faut le rappeler, joue un rôle clé dans les fameuses frontières extérieures de l'Europe, et la Bulgarie est une route de passage pour les migrants qui viennent justement du Moyen-Orient, de la Turquie. Donc ça va encore poser des problèmes, et vous savez qu'on est dans l'Union européenne, donc c'est pas le programme et le projet de défendre les frontières. Donc les pauvres policiers bulgares ou même roumains, quelles vont être les consignes notamment de Frontex, ça va être aussi un des enjeux de l'année 2025, puisque en fait on a des nouvelles modalités dans les règles de l'Union européenne, et on en reparlera peut-être après, mais sachant que il y a aussi un projet fédéral de l'Union européenne. On l'a vu notamment avec plusieurs articles là, qui sont parus depuis justement le 1er janvier 2025, où on nous dépeint notre Ursula von der Leyen comme l'hyper-présidente de l'Europe. Elle a été mise, donc c'est un article des Échos là, qui est paru hier, elle a été mise aussi de manière un peu étrange parmi les personnalités qui vont compter en 2025 avec Xi Jinping, Trump et Poutine. C'est-à-dire, bon, vous avez quand même 3 cadors mondiaux voilà, qui sont sur cette couverture. Et il y a aussi Ursula von der Leyen. Donc, c'est presque, ça veut dire qu'en gros, les États-nations européens n'existent plus. Mais ce qui compte, c'est la superstructure fédéraliste européenne. Donc, en tout cas, ça pose le cadre et le contexte. Sur cette couverture, je le rappelle, on voit aussi des murs et des barbelés et des murs qui se fissurent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des frontières qui se fissurent. Bon, voilà. Donc, c'était pour faire le lien avec le contexte terroriste. Attention, évidemment, vous l'avez rappelé, Raphaël, il y a la situation en Syrie. Alors, maintenant, il faut espérer que notre ministère de l'Intérieur, comme on a des très bons rapports avec HTS va nous envoyer des listes de gens très dangereux, que là, du coup, comme nous sommes amis avec HTS, le ministre de l'Intérieur prendra en compte le très pertinent et charismatique Bruno Retailleau. Je rigole évidemment. Le ministre de l'Intérieur du CRIF pour lutter contre l'insécurité, va prendre les listes d'HTS, je pense, et va collaborer avec les services syriens. Non, c'est pour la blague, mais c'est pour dire que de toute manière, oui, c'est inquiétant. Et malgré les palabres et les paroles de certains ministres, il va y avoir, qu'il arrive, un contexte sécuritaire qui va être menaçant et qui risque de nous occuper malheureusement les prochaines semaines et prochains mois. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous,
mais on peut se défendre.